on entendra des innovateurs. Je passe la parole. Bien, merci beaucoup, cher Louis Touré. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. En plus, la météo était pas si favorable que ça et finalement, elle est devenue favorable. Et donc, merci. Je tenais à vous saluer toutes et tous, personnels de l'éducation nationale, partenaires de l'éducation nationale, les responsables de tous ordres que j'ai pu croiser tout à l'heure dans le lab, dans cette atmosphère qui est exactement ce que nous avions en vue, c'est-à-dire une atmosphère d'abord de convivialité, mais aussi une atmosphère de recherche, une atmosphère finalement de fertilisation des uns par les autres pour créer cette intelligence collective qui est finalement une des façons de définir l'éducation nationale. Je suis donc très heureux ce soir d'inaugurer officiellement ce qui est un projet depuis maintenant environ 4-5 mois, ce qui est à la fois long et court, et je veux féliciter celles et ceux qui ont permis cette rapidité, et la secrétaire générale du ministère en particulier, qui a mené toute l'équipe qui a su aller si vite. Et là aussi, je suis toujours fier de pouvoir dire quelque chose comme cela, parce que parfois notre ministère a l'image de ne pas bouger à la vitesse de l'éclair, parfois certains peuvent le dire, le penser, eh bien, en réalité, quand nous voulons, nous pouvons, et les équipes savent se mobiliser, que ce soit à l'échelle du ministère, à l'échelle de chaque établissement, de chaque école, et là nous l'avons démontré une fois de plus, et je pense que c'est très important. Nos enjeux, vous le savez tous, sont considérables. Chaque année, nous œuvrons pour la réussite de presque 13 millions d'élèves. Nous le faisons avec plus de 850 000 professeurs, 1 million de personnels, en comptant les professeurs quand même, je rassure tout le monde, notamment la secrétaire générale. Mais notre organisation, élaborée au 19e et au 20e siècle, pour relever le défi de la massification scolaire, doit évidemment se transformer pour répondre au nouvel enjeu de l'école du 21e siècle, qui est de réussir à avoir une meilleure personnalisation de notre action pédagogique pour la réussite de tous les élèves. Ma conviction profonde est que nous pouvons contribuer à cette dynamique. En effet, les approches pragmatiques qui vous caractérisent, vous toutes et vous tous qui êtes ici, précisément parce que vous êtes intéressés par ces enjeux, eh bien, c'est que ces approches pragmatiques permettent d'ouvrir des possibilités nouvelles, parce que les nouvelles technologies sont à même d'apporter le soutien technique pour faire de l'école française un modèle de réussite pour chaque élève. La France peut montrer un chemin en la matière. Vous le savez, j'ai un intérêt très marqué depuis longtemps pour les nouvelles technologies. Cet intérêt n'a jamais été aveugle. Je considère que l'un des mots-clés que nous devons avoir, c'est le mot de discernement. Parce que le discernement nous permet tout simplement de voir les bons usages et les mauvais usages des technologies et d'apprendre à nos élèves les bons usages, de les mettre en garde contre les mauvais usages et surtout de créer des nouveaux usages, ce qui est essentiel. Aujourd'hui, l'école doit allier des enjeux qui sont éternels, ce sont les humanités classiques, car il ne peut y avoir de république si nos élèves ignorent d'où ils viennent et s'ils méconnaissent les racines de la langue qu'ils parlent, les racines de la civilisation dans laquelle ils s'inscrivent. Et puis, il y a les enjeux nouveaux, ce sont les humanités scientifiques et numériques qui nous projettent dans l'avenir. Et quand j'observais les travaux, ou que je regardais la situation nouvelle et définitive créée par les travaux, eh bien, je trouvais que c'était un petit peu une métaphore de cet enjeu. Puisque en faisant les travaux, on a découvert des vieux murs qui sont très beaux, qui deviennent même le symbole du lab. Des murs qui sont un peu moins anciens que le bâtiment dans lequel vous êtes, qui est un bâtiment du XVIIIe siècle, et qui sont probablement des murs de la fin du XIXe siècle. Eh bien, auparavant, l'apparence de l'endroit où vous vous trouvez était une apparence que je qualifierais de ni ancienne ni moderne, une ambiance un peu années 70 ou peut-être années 80 dans le meilleur des cas. Eh bien, en faisant les travaux, on a découvert et de l'ancien et on a créé évidemment du moderne. Et ça donne quelque chose de très beau. Je trouve que c'est une métaphore parce que nous avons dans notre école de la République du XXIe siècle évidemment à allier le meilleur de ce qui est ancien avec le meilleur de ce qui est moderne, sans jamais opposer les deux choses. Il y a des éléments qui relient. Et ce qui relie pédagogiquement l'école, à mes yeux, c'est deux concepts fondamentaux qui sont d'une part la culture. Si nos élèves ont la culture, eh bien ils auront des usages technologiques encore plus pertinents. Et puis, encore plus important pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, la logique. La logique est essentielle. La logique, elle est évidemment portée par les mathématiques, on y pense immédiatement,
mais elle est portée aussi par la langue, elle est portée notamment par la grammaire, elle est portée par le numérique. Et le codage est évidemment un enjeu en soi, un enjeu fondamental qui doit être présent dès l'école primaire. Et on le voit même avec des logiciels, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont très bien faits pour cela. Mais c'est un enjeu en soi, mais aussi un enjeu de logique. Derrière l'activité de codage, il y a une réalisation concrète, mais il y a aussi un travail conceptuel qui peut être lié à celui que l'enfant fait lorsqu'il fait des mathématiques ou lorsqu'il fait de la grammaire. Nous devons tenir tout cela ensemble, en montrant qu'au fond, nous répondons toujours au même défi humain, ce défi humain qui est le défi républicain, celui du progrès, le progrès de la personne humaine, mais aussi le progrès de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la République. C'est pourquoi il était si important de réaliser un lab pour l'éducation nationale. Ce lab, le 110 bis, donne en quelque sorte une tonalité qui n'est pas centralisatrice, mais qui est au contraire une tonalité ayant vocation à avoir un impact fractal sur l'ensemble de notre système. Cet endroit lumineux, spacieux, réussi pour tout dire, il est accueillant parce qu'il est installé au cœur d'un bâtiment qui est du 19e siècle, cette partie-là est du 19e siècle, mais qui est à lui seul une réflexion architecturale sur les volumes et sur la manière d'utiliser les espaces pour créer les intelligences collectives. Nous avons besoin de cette réflexion sur les espaces dans nos écoles, nous le savons, parce que cet espace des écoles est une des conditions de la qualité de l'apprentissage. J'ai toujours considéré que notre architecture scolaire n'était pas la plus parfaite du monde, que nous avions des marges de progrès en la matière. Et j'ai souvent vu dans les décennies passées des initiatives en la matière qui n'étaient pas toujours réussies. Et je suis assez content de voir que les dernières écoles ou collèges ou lycées que j'ai eu l'occasion d'inaugurer correspondent davantage aux leçons que nous pouvons tirer à la fois des expériences récentes, mais aussi de la comparaison internationale. Et ça donne des espaces plus agréables. Ça donne aussi des espaces verts. Faut-il le rappeler, dans ce monde de plus en plus technologique, nous ne devons pas perdre le contact avec la nature. J'étais heureux il y a quelques jours en Normandie d'inaugurer une école où nous avions et le câblage et le numérique et les espaces verts, le potager, la possibilité de faire du sport sur du gazon. Toutes ces choses simples, mais qui vont ensemble évidemment. Et donc, nous avons besoin d'allier ces éléments-là au travers de l'architecture, et le lab l'a réussi. C'est un espace de 350 mètres carrés que nous pouvons voir à la fois comme un moyen de transformer nos manières de travailler, comme un lieu où l'on pense la forme scolaire, mais aussi comme une vitrine de notre savoir-faire numérique. Et la vitrine, elle est à la fois une vitrine pour les acteurs de l'éducation nationale, mais au-delà de l'éducation nationale, pour, par exemple, nos partenaires étrangers. Le ministère de l'Éducation nationale doit être utile pour les acteurs des EdTech qui veulent avoir des tremplins pour exister dans le monde. Je voyais tout à l'heure une start-up qui se développe non seulement en France, mais aussi aux Pays-Bas, par exemple, et qui, bien entendu, si elle est plus partenaire de l'éducation nationale, pourrait être plus partenaire d'autres systèmes scolaires étrangers. Nous devons, dans ce partenariat public-privé, servir l'intérêt général, la réussite de nos élèves, et servir aussi, tout simplement, le déploiement de l'initiative de nos acteurs dynamiques français du numérique, qui sont nos alliés, nos amis, nos partenaires, pour les grands enjeux technologiques du XXIe siècle. Nous devons, d'abord et avant tout, et c'est le premier impact d'espaces comme cela, transformer nos manières de travailler. Et de ce point de vue-là, le paradigme de la confiance sur lequel j'insiste en permanence me paraît pertinent parce que c'est la clé pour installer ce climat serein de travail collectif à toutes les échelles que l'on peut souhaiter pour notre ministère. D'abord dans l'administration centrale, si nous donnons l'exemple ici d'une capacité de travail collectif dans des espaces de ce type, eh bien, nous donnons évidemment l'exemple d'une nouvelle manière de travailler, mais c'est vrai aussi à l'échelle de chaque rectorat, de chaque département, de chaque école, de chaque établissement, et bien sûr, de chaque classe. J'ai eu l'occasion de dire récemment que chaque classe est une petite république, mais c'est aussi un laboratoire de cette petite république et des usages pertinents du numérique. Le laboratoire est donc la manifestation concrète de la confiance, parce que c'est un lieu collectif, un lieu où on se rencontre, où on échange, où on partage. C'est aussi un lieu de confrontation des idées et des projets, où on dessine des horizons nouveaux. Et c'est un lieu où l'on dépasse des schémas dépassés, où on est capable d'inventer l'avenir. Le laboratoire doit nous permettre de dépasser nos organisations. Elles ont parfois leurs mérites, gardons les mérites, mais elles ont aussi leurs limites, finissons-en avec ces limites. La trop forte verticalité, le cloisonnement, sont les premières choses qui émoussent notre créativité et limitent la pensée et l'innovation. 2 réformes récentes ont été pensées dans cet état d'esprit ici même.
nous n'avions pas encore le lab. J'ai donc demandé à ce que des salles, qui sont des salles du XVIIIe siècle, pas câblées, puissent être des lieux de travail collectif de différents bureaux de notre administration pour concevoir la réforme du baccalauréat, la réforme de l'enseignement professionnel, bientôt le plan mercredi, c'est-à-dire faire travailler au quotidien des personnes qui, si elles fonctionnent uniquement avec des parapheurs et des transmissions verticales, perdraient autrement beaucoup de temps pour élaborer la réforme. L'intelligence collective, c'est aussi simple que ça, c'est d'abord mettre ensemble des femmes et des hommes qui sont heureux de se retrouver et qui décloisonnent. Et de ce point de vue-là, le lab est aussi un lieu très important. Nous devons donc dépasser les limites que nous connaissons, et nous devons aussi être une tête de réseau. Parce que ce lab, je commençais à le dire tout à l'heure, peut être la tête de réseau des labs qui existent et de ceux qui vont émerger. Il y a déjà, quelqu'un me le disait tout à l'heure, plus de 40 labs de ce type en France, dans des établissements. Nous savons aussi que nous avons des administrations amies qui font la même chose. Par exemple, Bercy était présent, le lab de Bercy est présent dans démonstrations qui vous sont faites, mais c'est vrai aussi d'autres administrations. Et puis il y a évidemment le secrétariat d'État au numérique. Tout à l'heure, Mounir Majoubi sera avec nous. J'ai beaucoup parlé de ce lieu avec lui. Et bien entendu, le secrétariat d'État au numérique est une sorte d'incubateur d'initiatives de ce type pour l'ensemble de l'État. Et nous jouons le jeu de cette coopération très étroite. J'en suis très heureux. C'est facilité en plus par la relation amicale qui nous relie et qui nous permet de travailler là aussi de façon fluide. Je crois que si à l'échelle du gouvernement nous sommes aussi capables d'avoir cette fluidité, cela peut avoir un impact pour l'ensemble de nos organisations. Des labs, il va y en avoir plus dans les établissements. Il y en aura plus dans les rectorats. Cela valorisera donc la transversalité. Cela nous permettra de prendre des reculs sur nos pratiques. Et puis, bien entendu, ce seront des démonstrateurs de nouvelles technologies et nous permettra d'avoir une vision aussi sur nos données. C'est le cas, par exemple, avec la visualisation des données, la data vis, qui va révolutionner nos approches, notre connaissance des besoins des élèves, notre gestion au quotidien de notre maison. Mais je pense aussi, pour prendre un autre exemple, au système d'information géographique. Nos prises de décision à l'éducation nationale doivent correspondre de plus en plus à une vision géographique pertinente de notre pays et de nos territoires. Par exemple, pour implanter des formations, cela va de soi. Par exemple, pour utiliser la 3D, pour visualiser les différents paramètres qui nous permettent de prendre des décisions. Que nous prenions les sujets géographiques, les sujets budgétaires, les sujets d'organisation ou les sujets éducatifs et pédagogiques, la visualisation des données, l'usage de nouvelles technologies comme la 3D vont nous être utiles. Les technologies dont nous disposons aujourd'hui pour gérer avec discernement et responsabilité les masses financières, les flux d'élèves, les ressources humaines, comme notre développement territorial, sont aujourd'hui rudimentaires. Demain, elles seront décisives. On ne peut plus se contenter d'empiler les fichiers Excel. Nous devons évidemment créer de l'interaction des données de façon intelligente. Et la visualisation des données est une nécessité pour la bonne gestion. Cela permettra de faire ressentir et d'identifier les schémas, des tendances, des corrélations qui peuvent passer autrement inaperçues. Cela nous permettra aussi d'apporter les réponses les plus pertinentes aux besoins des élèves dans chaque point du territoire de la République. Nous organiserons sur ce sujet, le sujet donc de notre gestion des données, prochainement l'un des premiers hackathons du 110 bis. Un deuxième élément, c'est que la révolution numérique est aussi un moyen d'améliorer le fonctionnement de nos organisations en simplifiant les démarches entreprises pour les parents d'élèves et en rendant plus efficaces nos procédures. Le ministère s'inscrit à cet égard dans l'objectif de dématérialisation des formalités administratives qui a été fixé par le président de la République. En ce moment même, cette politique permet par exemple à toute famille de présenter en ligne sa demande de bourse de lycée en vue de la prochaine rentrée scolaire. C'est évidemment une innovation très importante. Fort de ce type de succès, l'ensemble des procédures usagées du ministère sont amenées à connaître à leur tour une numérisation progressive pour que la révolution technologique soit au service de la vie quotidienne de nos concitoyens. J'ai demandé, par exemple, à ce que le plan mercredi, que je présenterai dans quelques jours, puisse avoir une dimension numérique, visible, que chaque famille puisse utiliser dans les temps à venir. Une troisième dimension de l'impact du lab sur notre système scolaire, c'est que le lab que nous inaugurons aujourd'hui est le début d'une réflexion au long cours sur la forme scolaire. Pour mieux personnaliser le parcours des élèves et répondre à la diversité des aspirations, il nous faut repenser l'architecture de nos établissements. Un établissement n'est pas une boîte dans laquelle on entasse des élèves. C'est un lieu qui suscite l'envie, la curiosité et finalement le bonheur. Le bonheur, c'est un des trois mots que j'ai utilisés en arrivant. Et les deux autres, c'était à 20 mètres d'ici, sur le perron.
pour mon premier discours, j'ai parlé de République, d'excellence et de bonheur. Et ce mot de bonheur, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers jours pour la réforme de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel a la vocation d'être à l'avant-poste de cette révolution numérique que nous souhaitons. Parce que l'enseignement professionnel doit faire envie, c'est la notion de campus, c'est aussi la notion de réseau, et donc les lieux doivent faire envie. Mais l'enseignement professionnel, c'est aussi, dans les temps futurs, le lieu privilégié du développement des compétences numériques pour nos élèves. Demain, on devra passer par l'enseignement professionnel, non pas en fonction de ses résultats scolaires au collège, mais parce qu'on aura un appétit d'apprendre d'une certaine façon au travers des lycées professionnels et de ce qu'ils apportent notamment sur le plan numérique. Nous devons donc transformer les lieux et les espaces au service des nouvelles formes d'apprentissage. Nous voyons donc bien que le sujet numérique n'est pas qu'un sujet virtuel, c'est un sujet qui interagit avec le très matériel, avec les aspects extrêmement concrets. Et vous le voyez aussi bien dans l'espace que le temps, le numérique